Il y a une étape qui est indispensable quand on veut reprendre sa vie en main, c'est celle de faire du tri. Et c'est quelque chose qui est vraiment pas agréable à faire pour la majorité des gens. C'est une étape qui est difficile, mais qui est cruciale parce qu'en fait, on ne se rend pas compte à quel point notre entourage influe sur notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de penser. Et ça a un impact direct. En fonction des modèles qu'on choisit, en fonction des personnes de qui on s'inspire, en fonction de ce qu'on regarde à la télé, de ce qu'on regarde comme émission, de ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, mais aussi en fonction de qui on côtoie au quotidien, en fait, ça a un impact fondamental. Les entrepreneurs disent ça souvent, de entoure-toi d'autres entrepreneurs pour pouvoir avoir la mentalité d'un entrepreneur. Bah voilà, c'est ça. En fait, si tu t'entoures de gens qui ne font que se plaindre, ou bien qui sont vraiment axés dans la critique des autres, qui passent leur temps à bitcher, ce genre de choses, bah tu vas être très tenté, et c'est normal, et moi la première, pour faire corps avec le groupe, pour avoir ce sentiment d'appartenance, pour pas être rejeté, on va être tenté de calquer leur comportement. Et c'est normal, c'est humain en fait, on est fait pour s'adapter au groupe et y rester. On est fait pour faire société, en fait. C'est notre instinct grégaire, c'est-à-dire des animaux sociaux qui veulent rester en groupe, parce que pendant des milliers d'années, se faire rejeter, ça voulait dire mourir, ça voulait dire se faire rejeter de la grotte au temps du néolithique, c'était se faire rejeter de la grotte et mourir de froid. Donc on est obligé de faire des sortes d'adaptations, de compromis avec soi-même pour faire corps avec le groupe. Donc attention au groupe auquel on choisit et attention au modèle auquel on souscrit. Moi j'ai eu énormément de chance, en fait j'ai grandi avec des modèles fabuleux, que ce soit tant des hommes que des femmes. J'ai grandi avec une mère qui est un modèle de bienveillance, de compréhension et en même temps de militantisme, de force, de je me bouge pour faire changer les choses. Et en parallèle de ça, j'ai eu aussi un père qui était un modèle de droiture, d'humanité, de force. Il avait cette phrase que je trouve magnifique, c'est « Je préfère passer pour un imbécile que de me comporter comme un salaud ». Ben voilà, ça dit beaucoup de choses de la personne qu'il était, de à quel point il avait envie de se dédié aux autres et à quel point son comportement reflétait beaucoup plus de ce qu'il était que ses propres valeurs. C'est un truc qu'on entend beaucoup, en fait. Souvent, les gens disent « Moi, je suis comme ça, moi, je porte telle valeur, je suis humaniste, je suis généreux, je suis ci, je suis ça. » En fait, on s'en fout de tes valeurs. On s'en fout complètement. Tu peux bien être Mère Teresa dans tes paroles. Ce qui compte, c'est ton comportement. Ce qui compte, c'est tes actions. Donc, toujours choisir ces modèles en fonction des actions qu'ils ont dans leur vie, plutôt que ce qu'il prône. Donc on juge un arbre par ses fruits, toujours, par les résultats qu'il a dans sa propre vie. Donc si vous choisissez de suivre un mentor, regardez la vie qu'il a et demandez-vous si c'est le type de vie que vous voulez. Et ça, c'est des modèles avec lesquels on grandit. Nos parents, on les choisit pas, ceux-là. Même nos oncles, nos tantes, nos frères, nos sœurs, nos grands-parents, c'est des modèles avec lesquels on est. Donc on n'a pas le choix que de s'en imprégner. Après, passage à l'âge adulte, beaucoup de gens ne l'ont pas encore fait, ce passage-là. Hein. C'est un passage dans lequel on déconstruit ce qu'on a appris, on prend un pas de recul, on regarde en arrière et on regarde si on est d'accord avec les valeurs avec lesquelles on a grandi. Et on s'en détache. Si elles ne nous vont plus, on les laisse de côté. Et on choisit de nouveaux mentors. On choisit de nouveaux exemples. On choisit de nouveaux pairs, P-A-I-R, à qui se fier, à qui se lier, à qui s'identifier. Et c'est important de bien choisir ces exemples, parce que ça va déterminer nos standards, ce qu'on va trouver comme normal. On ne se rend pas compte à quel point l'humain a une capacité à normaliser le quotidien, dans le sens de, si je vis une situation tous les jours, au bout d'un moment, elle va me sembler normale. Si j'ai grandi avec quelqu'un qui criait tous les jours, les cris vont me sembler quelque chose de normal. Si j'ai grandi avec une personnalité manipulatrice dans l'un de mes parents, je vais absolument trouver normal qu'on me manipule, etc., etc. Donc, ça marche aussi quand on est adulte. Attention à bien choisir de qui on s'entoure, parce que des comportements qu'on va qualifier de toxiques actuellement, mais ça n'a plus aucun sens. Toxique, on l'entend à tort et à travers. Des comportements qu'on ne veut pas cautionner, par exemple des personnes qui se plaignent tout le temps, ou bien des personnes, comme je le disais en début, qui critiquent tout le temps les autres, ou bien des personnes qui trouvent normal de passer à côté de quelqu'un qui est en détresse sans même lever le petit doigt, sans même le regarder, donc d'ignorer la détresse humaine, des comportements qui pourraient être de personnes qui ne vont pas défendre l'autre dans une situation d'agression dans la rue, par exemple, ce genre de choses.
En fait, ça va nous sembler normal au bout d'un moment. On va banaliser ces comportements-là. Et donc, le jour où on aura, nous, affaire à cette situation-là, ça nous semblera normal de passer à côté, baisser les yeux, surtout ne pas faire de vagues, surtout ne pas s'en mêler, etc., etc. Et à l'échelle d'une société, c'est massif. J'ai la chance de vivre au Paraguay. Ici, ce n'est pas normal, ni normalisé, ni banalisé, le fait de passer à côté de quelqu'un qui se fait agresser sans rien dire. Ce n'est ni normal, ni normalisé, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Les gens interviennent, les gens s'en mêlent. Parce que c'est normal pour eux de s'en mêler et de sauver, entre guillemets, son prochain quand il est en détresse. Évidemment, c'est des généralités, tous les Paraguayens ne sont pas à rentrer dans cette case, mais c'est pour vous donner une idée de à quel point la culture passe par choisir des comportements qu'on cautionne et que ce truc-là, ce choix-là, il se fait en fonction d'avec qui on a grandi et qui on a choisi de suivre derrière. Donc, quand on veut choisir son entourage, le premier travail à faire, et c'est ce qu'on fait en consultation, c'est d'aller regarder quelles sont nos propres valeurs. Parce que mes valeurs à moi ne sont pas celles de mon prochain. Donc, c'est pas moi qui vais dire à une cliente, garde cet ami ou garde celui-là. Non, évidemment non. C'est en fonction de ses valeurs à elle, de ce qui est important pour elle. Et comme les gens n'ont pas eu de modèle, parfois ça leur semble impossible. Ils disent, bah non, mais comment ça, jamais personne atteindra ce niveau-là de loyauté, c'est pas possible. Bah si, vraiment. C'est juste qu'ils sont tellement en train de se coltiner des pommes pourries depuis des années qu'ils ont oublié qu'il y avait des gens bien sur Terre. Si. Donc mon rôle, c'est aussi de leur rappeler que si, c'est possible. Mais que tant qu'ils n'auront pas fait d'espace dans leur vie pour que des gens bien y rentrent, parce que en fait, c'est plein de gros cons et de gens qui sont pas fiables, pas gentils, qui sont vraiment animés de mauvaises intentions, tant qu'ils n'auront pas fait d'espace, leur vie, elle est complète. Il n'y a pas de place. On ne peut pas rentrer plus. Donc la première étape, c'est de faire du tri et de dégager toutes les pommes pourries du panier. Pour que des gens bien, sains, bien intentionnés, avec des belles valeurs, des valeurs qui correspondent en tout cas à chacun, puissent entrer dans nos vies. Et en fait, tout le chemin, le développement personnel, si on veut l'appeler comme ça, tout le fait d'évoluer, de devenir la personne que l'on veut vraiment être, ça passe par une étape de faire du tri dans ses contacts, dans ses relations, dans son entourage, mettre de la distance, quand on ne peut pas dégager les gens de sa vie, mettre de la distance avec eux, je pense notamment sur le plan familial, le plus de distance possible, parce que c'est au quotidien que ça se joue. On est des êtres tellement perméables que l'énergie des gens, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils pensent, les émotions qu'ils véhiculent, en fait, on les capte tout de suite et elles nous impactent. Surtout les personnes qui sont plutôt d'ordre introverti, elles ont un peu tendance à avoir les capteurs à l'extérieur, donc elles captent encore plus. Il y a énormément de personnes introverties. Attention, introverti, ça ne veut pas dire qu'ils parlent tout le temps ou qu'ils ne parlent pas tout le temps. Hein. C'est pas extraverti socialement ou introverti socialement, c'est vraiment une capacité de voir le monde qui est un peu différente, avec des antennes qui sont tournées à l'intérieur ou à l'extérieur. Voilà, c'est des façons de penser le monde différemment et d'interagir avec son entourage qui sont différentes. Donc, pour les introvertis, choisir son entourage, c'est encore plus primordial que pour les extravertis, mais pour tout le monde, de façon générale, c'est important. Et choisir les modèles qu'on veut suivre, parce que ça va placer des standards. Moi, dans mon expérience, en tout cas, les valeurs que je recherche chez un mentor, mais ça me regarde moi, c'est pas des valeurs universelles et je ne prétends pas qu'elles doivent être suivies par tout le monde, mais en tout cas, que ce soit quand j'ai commencé à faire de la recherche en laboratoire, où je me souviens, j'avais postulé... j'avais 20 ans, j'avais postulé pour faire un stage au CNRS de Rennes, dans l'UMR 6061, ça s'appelait Génétique et Développement à l'époque, et j'avais eu la chance d'être sélectionnée par Daniel Guerrier, qui est sûrement un des chercheurs les plus humains que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Et les plus brillants aussi d'ailleurs. C'est marrant comme c'est lié souvent. C'est que les personnes, en tout cas dans ma vision, les personnes les plus brillantes que j'ai rencontrées sont aussi les plus humaines, les plus attentives à l'autre, les plus respectueuses et les plus bienveillantes. C'est quand même intéressant de se rappeler qu'on n'est pas obligé de devenir des connards pour devenir intelligent ou brillant ou des génies de nos siècles en tout cas. Donc lui, il était vraiment de ce type d'homme-là qui est extrêmement respectueux, avec une humanité, vraiment un exemple, je pense un grand exemple d'humanité et une vision. C'est quelqu'un qui, je pense, était très en avance sur son temps déjà à l'époque et ça fait plus d'une dizaine d'années de ça. Donc voilà, ça fait partie des personnes que j'ai choisies, non pas tant pour son sujet d'étude, même si la génétique et le développement m'intéressaient énormément, mais vraiment pour la personne qu'il était. Et après, quand j'ai commencé à travailler, j'ai choisi aussi un service dans lequel il y avait un chef de service qui était un exemple d'humanité, de respect, de vision, bien sûr, un esprit qui, au-delà d'être
affûté et pointu et très intelligent. C'est au-delà de ça, c'est vraiment visionnaire. Parce que moi, c'est ça qui m'inspire. C'est des personnes qui sont en avance sur leur temps, qui ont 4 coups d'avance. Moi, c'est aider ces gens-là que j'aime bien faire. Donc là, en l'occurrence, devenir le bras droit de quelqu'un comme ça, c'est ultra gratifiant parce qu'on facilite la vie des génies, en fait, quelque part. C'est génial, ce truc-là. C'est faciliter l'expression d'une intelligence que très peu de personnes ont. Là, en l'occurrence, la sienne, là, je parle du professeur Thierry Frébourg, qui était chef de service du département de génétique au CHU de Rouen, qui était probablement l'un des plus grands, qui était probablement le plus grand, ou en tout cas l'un des plus grands généticiens français, qui au-delà d'être un très bon chef de service en termes de leadership, quelqu'un qui écoute vraiment, qui se bat pour ses équipes, qui se bat pour avoir des postes, des augmentations, des choses comme ça, ce qui est pas si fréquent que ça, hein. Des chefs de service à l'heure actuelle qui arrivent en hôpital à avoir des augmentations pour leurs employés, c'est très rare, surtout dans l'économie actuelle. Mais lui, il y arrivait encore parce qu'il avait vraiment cette posture-là et cette autorité-là, et il faisait tout pour. Mais au-delà de ça, ce qui m'a marqué, c'est son humanité. Moi, j'ai vraiment appris à être au contact des patients avec cette humanité-là grâce à lui. Grâce à son écoute, sa façon qu'il avait de se mettre au niveau de ses patients pour leur expliquer avec des mots simples des choses ultra compliquées que sont les maladies génétiques. Cette humanité qu'il avait, ce petit mot gentil qu'il avait toujours, cette patience, ce temps qu'il accordait aux gens. C'était pas le médecin comme on en a parfois la caricature qui rentre en coup de vent, qui dit 3 mots que personne comprend et puis qui fait signer un bout de papier et qui s'en va. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était l'opposé de ça. Et avoir un modèle qu'on a envie de suivre parce qu'on a envie de le rendre fier, un mentor en tout cas c'est quelqu'un, en tout cas dans ma façon de voir, quelqu'un que j'ai envie de rendre fier par mon comportement. Choisir quelqu'un qui avait ce comportement-là, c'était me garantir à moi que j'allais m'inscrire dans sa lignée, que j'allais m'inscrire dans ses pas, que la génétique serait quelque chose qu'on fait avec humanité, patience, dévotion, investissement. D'ailleurs, c'est ce qu'il disait. La première chose qu'il disait quand quelqu'un rentrait dans son équipe, c'était de lui rappeler qu'ici, il n'y avait pas vraiment de place au grade et à la hiérarchie, ce qui est très rare en hôpital quand même, hein, je me permets de le rappeler, que ici, ce qui comptait, c'était l'investissement. Et que vous soyez secrétaire, infirmière, médecin, conseiller en génétique, sage-femme, peu importe, en fait, ce qui comptait, c'était l'investissement au travail. Bon, déjà, quand on a commencé par faire ça, je pense que ça pose des bonnes bases d'humanité. Et moi, derrière, pendant des années, quand j'ai appris à son contact, je l'ai vu faire. C'est pas juste des mots, c'est son comportement. C'est comment il se comportait avec les patients, comment il se comportait avec ses collègues, comment il se comportait avec ses équipes. Quel temps il prenait pour écouter les problèmes des gens, comment il faisait pour se démener, pour trouver des moyens là où il n'y en avait pas, pour pouvoir permettre tel ou tel ajustement pour faciliter la vie de ses équipes. Des gens comme ça, je pense que c'est vraiment sous-coté. Et c'est essentiel quand on choisit une carrière, en tout cas, et qu'on veut avoir une vie à l'image de nos valeurs, de choisir des gens qui nous inspirent pour marcher un peu dans leurs pas et par juste leur contact, leur compagnie, s'imbiber, s'imprégner de tout leur comportement. C'est des sortes d'exemples d'adultes. C'est des exemples qu'on choisit. Prenons ces exemples-là en tant que leader et choisissons-les bien. Évidemment, ça s'applique aussi au monde politique. Choisissons des leaders auxquels on a envie de ressembler. Je pense que c'est un peu ça qui manque en Occident, même si, étant expatriée, je suis très mal placée pour faire la leçon, mais je crois néanmoins qu'on manque de leaders qui nous inspirent, qu'on a envie de respecter, qu'on a envie de rendre fiers et auprès desquels on a envie de se dévouer parce que les valeurs que eux défendent sont les mêmes que les nôtres. Et c'est ce truc-là qui est important, c'est une question de valeurs. Dès qu'on parle d'humain, on revient toujours à ça, les valeurs fondamentales. Qu'est-ce qui te constitue, qu'est-ce qui te caractérise en tant qu'humain ? Est-ce que tu es quelqu'un qui a des valeurs très, de sécurité, tu veux beaucoup protéger les gens ? Ou est-ce que tu as des valeurs plutôt humanistes, où tu as envie d'aimer tout le monde ? Est-ce que tu as des valeurs plutôt écologistes, où tu as envie de vraiment protéger la planète ? Même si c'est parfois au détriment, entre guillemets, d'un peu de confort. Est-ce qu'au contraire, tu es très dans vouloir faciliter la vie et le confort de tes prochains ? Tout ça, ce sont des valeurs, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ce qu'il faut, c'est trouver des gens qui partagent nos valeurs, parce que ce sera beaucoup plus facile comme ça de rester aligné et centré avec nous-mêmes. Donc, quand on commence à vouloir reprendre sa vie en main, il faut être au clair sur le fait qu'à un moment donné, on n'y coupera pas. Il faudra vérifier que les gens que l'on côtoie au quotidien partagent nos valeurs, pas forcément toutes, mais en tout cas les valeurs essentielles.